que je vous propose maintenant, c'est de passer en fait à un mode de présentation en tout cas de votre travail, des futures des étapes que vous voudriez mettre en place en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez, vous aimeriez travailler? Vous pourriez nous présenter en l'occurrence un peu plus concrètement. Donc, je vais juste faire un peu d'ajustement technique pour que ce soit plus simple. En fait, c'est l'histoire d'un bâtiment. On a dans les années 90 construit un bâtiment pour Télédiffusion France, qui est au bord du périphérique, qui est sur les Minots, mais qui fait face à Paris. Et on a gagné le concours, on l'a réalisé, et en fait, et j'étais chef de projet à ce moment-là. Et en fait, on avait mis tout autour du bâtiment, pour extérieur, on avait mis du granit, différents types de granit. Et en fait, je trouvais ça intéressant de mettre une pierre naturelle et pas aller la en Bretagne, et en effet, on a rencontré les granites de Claudius, notamment, qui était une vieille famille qui développait des granites, et il y a un gris celtique, un bleu de Lorraine, et on est resté là-dessus, et qu'on a fait tout autour du bâtiment. Et c'est à l'arrière. Et donc, il se trouve qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, au moins 3 ans, en fait, voilà, c'est ce bâtiment qui est fait, avec le granit qui est en façade. Et en fait, ICAD, qui a racheté le bâtiment, a voulu transformer le bâtiment et notamment rajouter des surfaces et changer l'image du bâtiment. Donc on s'est retrouvés, on a décidé, donc avec les autres associés, on était 2-3 associés sur le projet, on a décidé, et avec Anna, en effet, qui était à l'agence et qui travaillait sur le grand bois, et notamment sur le doctorat, on dit tiens, est-ce que c'est pas l'occasion de développer, de récupérer, de retirer le granit, de le récupérer, et notamment de le concasser et de remplir tout l'atrium. On voit un peu après, voilà, qu'on a mis là sur le sol, en les faisant tomber. Alors certains, ça c'est le bleu d'Orient, ce sont des grandes plaques qui étaient en façade, qui sont tombées, ce qu'on laisse tomber, tout simplement, par des gestes comme ça. Ces ouvriers qui voilà, participaient aussi à cette mise en scène, en fait, de l'éclatement de la matière, pour en faire un opus comme ça, mais qui est quand même recadré, où on garde les lignes directrices. Et puis sur tout le reste de l'atrium, qui fait plus de 1000 m², de trouver un concassage du gris septique que l'on met dans une résine, en effet, qu'on a mis, qu'on a étalé, et on a récupéré, on a mis au mur tout ce qui nous restait de bleu moyen dans des murs intérieurs de l'atrium. Et donc c'était important parce qu'en fait, c'est un bâtiment qu'on a déshabillé, parce que donc on l'a rendu en tant que chantier, on a retiré toutes les vêtures, toutes les peaux, en fait. Et puis on a refait, il y avait un chantier qu'on a retrouvé, on a retrouvé les bétons d'il y a 30 ans. Et puis on a reconstruit dessus, on a réécrit en fait l'histoire. Et c'était assez passionnant. Et quand on parlait tout à l'heure voilà, alors ça c'était technique, il y a eu beaucoup de prototypes. Et en fait la chaîne de décision, ce qui est très important, c'est qu'ICAD avait cette volonté-là. On parlait tout à l'heure, le donneur d'ordre, celui qui payait, avait aussi ce souci-là, en fait. Et quand on lui a proposé cette démarche et ce chemin, ils ont été enthousiastes et ils ont dit ok, on y va. Et on a fait un dossier avec Anna, qui a passé beaucoup de temps dessus. Et après, il y avait l'entreprise, il y a eu l'appel d'offres. Et donc, quand les entreprises, les CFH qui a réalisé le bâtiment, là c'était plus compliqué parce qu'en plus c'était dans un prix maximum garanti, il n'y avait pas de compétition. Et ils avaient pris le principe, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que aussi, c'est important, c'est d'aller, de bien décrire, de bien raconter toute l'histoire et tout ce que nous souhaitons. Donc ça coûtait plus cher parce qu'en fait, les plaques de granit, il fallait les entreposer sur le chantier, donc les garder, donc ils ont retiré, ils ont gardé, mais ça, ils n'étaient pas chiffrés. Donc il a fallu garder toutes les plaques de granit, et puis à la fin du chantier, les casser pour les mettre justement dans l'atrium. Et d'autre part, quand on concasse en effet du granit, ça peut polluer. Et donc aussi faire attention par rapport à l'environnement et par rapport justement au voisinage, justement de ne pas polluer avec le concassage. Plus, après aussi, toutes les certifications qui sont nécessaires pour des assurances aussi, multiples, parce qu'en plus c'est un plancher chauffant et un de son. Donc tout ça, ça a été avec le bureau de contrôle, avec les bureaux d'études, avec l'entreprise, avec le maître d'ouvrage et tout ça. Quelque
quelque chose d'une histoire qui semblait comme ça, juste une petite histoire de réécriture de bâtiments. Ça a déployé énormément d'énergie, énormément de temps, beaucoup de conflits aussi avec différentes personnes sur le chantier. Mais ce qui était important, c'est de réussir. Alors, on a réussi à le faire, mais jusqu'au bout, c'était vraiment incertain. Donc on aimait bien aussi cette fragilité en fait, du processus. C'est-à-dire que de cette peau et de cette histoire de granit français qui est comment elle se continue, comment elle se prolonge, et comment le projet d'architecture est un peu ça aussi, c'est-à-dire de continuer une écriture, parce que le fait de reconstruire et de densifier sur un site existant, ça c'est important aussi aujourd'hui, et de construire des bâtiments neufs, c'était en effet de réécrire et de réécrire sur l'histoire, de continuer les histoires. Et ça c'est quelque chose qui nous a, même si ça peut paraître léger, ça a été beaucoup d'enseignements en fait, sur le projet, sur le développement du projet. Et puis, donc ça c'est le stockage notamment des granits, c'est tous les dessins de concassage qu'on allait faire. Et puis, il y a un autre... Ouais, voilà. Donc là, c'est l'atrium qui est au centre, qui a été justement recouvert de trucs. Et là, c'est l'ancien bâtiment qui est complètement ouvert. Alors, bien sûr, il y avait aussi, là, c'est pour parler d'aluminium, il y a aussi de l'aluminium qui est en façade, qui peut être plutôt le verre. On a rechangé tous les verres de trucs. On voulait faire des igloos un peu comme Marion Mertz, on retrouvait des igloos en verre ou avec des plaques de verre et tout ça, mais ça n'a pas été suivi. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'abandons, beaucoup d'histoires qui ne se sont pas révélées, qui n'ont pas été réalisées. Mais par contre, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, on avait l'envie et on proposait, on était force de proposition et on était dans raconter une histoire et voir si la personne qui était en face allait adhérer ou si on allait la convaincre et la séduire pour rentrer dans une nouvelle histoire. Et c'est intéressant parce que c'est ça qui fait la ville, c'est qui fait justement la personne de nouveaux bâtiments. Et aujourd'hui, quand on fait visiter, enfin, il n'est pas encore en ville, il n'est pas fini, mais on raconte déjà l'histoire du sol, on raconte déjà toute l'histoire du bâtiment et comment il était déjà là avant. Qu'est-ce qui s'est passé justement sur ce site avant. Et ça, c'était, je trouve, passionnant. Et puis, il y a l'autre site, pardon, et l'autre site, c'est juste un bâtiment neuf que je crois qu'on peut dire un bâtiment neuf, en fait, que l'on fait à Clamart, où on a gagné un projet sportif d'une grande halle sportive pour l'athlétisme. Et on a gagné le projet notamment en enterrant le projet. Et on a gagné parce qu'en fait, on ne voulait pas être au bord de la forêt. Et on a dit, contrairement aux autres concurrents, on a dit on va enterrer le projet et on va barder de l'ensemble du projet de végétation. Donc pour avoir le minimum de... Mais par contre, aujourd'hui, on fait toujours une étude, ça pose beaucoup de problèmes par rapport à l'eau, par rapport à l'enfouissement, par tout ça. Et en plus, ça permet d'excaver beaucoup de terre et d'argile. Et donc on a fait des relevés, on a sorti, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme terre, et encore une fois, avec Anna, on a dit tiens, si on retrouvait la terre et qu'on utilisait la terre pour le projet. Et donc de retrouver des enduits, faire des enduits avec la terre qui est sur place. Et donc il y a pas mal de développeurs aujourd'hui, mais qui ont fait des essais, d'ailleurs on a fait des essais aujourd'hui à Lyon, pour justement travailler sur ces enduits qui vont recouvrir le projet. Et puis avec la terre, on a rencontré notamment Anna vient des Arts Déco, qui sont juste à côté de l'agence, côté local, et on a donné une bourse à des jeunes justement des Arts Déco qui ont travaillé aussi sur un projet d'utiliser la terre pour en faire en la puisant, de faire justement des éléments qui vont participer aussi à un petit bâtiment sur le site et qui permet aussi pendant le chantier, parce que ça crée beaucoup de dégâts avec les camions, tout ça, il y a plein de sujets qui énervent beaucoup de voisinage. On se dit tiens, pourquoi on ne fait pas des ateliers de terre et de construire quelque chose avec des blocs de terre qui deviennent des briques, qui deviennent des éléments décoratifs et que les gens, les écoles aussi, que ce soit un projet participatif. Et ça c'est vraiment intéressant parce que d'une part ça intéresse le politique et qu'on disait bien sûr il faut que ça soit suivi par les décideurs. C'est vrai que là le politique est intéressé parce que ça peut résoudre des problèmes et de montrer des processus de participation et d'élaboration d'histoires, encore une fois, de construire un bâtiment avec des histoires qui sont dans le sol, avec des couleurs qui sont dans le sol, c'est redonner aussi peut-être une forme une autre nature, disons,
l'apparence du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une contextualisation d'une autre nature. Et ça, je trouve que c'est des histoires qui sont passionnantes parce que d'une part, on retrouve la matière, on retrouve des savoir-faire d'une autre nature aussi, des gestes. Quand on parlait tout à l'heure de l'ouvrier qui fait tomber la pierre, au début, il dit non, c'est pas possible, tu commences à faire et tout. Puis après, il y a une sorte de geste créatif qui fait que son travail du quotidien, il en demandait, c'est-à-dire que ça devenait autre chose que simplement de réaliser un autre geste qu'il faisait plein de fois. Là, il découvre un autre geste créatif, et en plus, c'était lui aussi qui l'avait cassé d'une certaine manière. Et ça, c'est important, c'est qu'à chaque fois, en fait, on redonne avec ces matériaux, et comme on retravaille le matériau et la matière, je pense que justement dans l'architecture, on peut lui redonner une vie qui peut enrichir pas mal de vies. Merci. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler aussi en fait des quelques mobiliers que vous avez présentés aussi dans l'escale et votre approche justement pour ce mobilier que vous créez à partir des matériaux que vous trouvez, que vous récupérez? En fait, moi, mon projet, c'est plutôt... c'est pas un projet en particulier, en fait, c'est le développement de mon studio, tout simplement. Parce qu'il est tout frais, il a moins de 2 ans. Et en fait, la problématique, c'est que, alors elle est un peu multiple, c'est que j'ai envie de vivre de mon activité, que j'ai envie de le faire sans détruire la planète et les gens qui m'entourent, et qu'en plus j'ai envie d'acquérir le plus d'indépendance possible dans ma production. Ça, c'est aussi très très important. Et donc du coup, il a fallu trouver des solutions, et typiquement, vivre de mon activité, ça veut dire qu'avec très peu, il faut produire beaucoup. Je parle d'argent, c'est quand même la base du travail. Donc travailler de façon la plus simple possible, avec des matières simples, et par contre, je ne dirais pas les sublimer, parce que je trouve ça très simple le mot, mais en tout cas les mettre en valeur le plus possible pour que ce soit intéressant. Et ne pas polluer, c'est très simple, il faut s'interdire certaines matières, s'interdire certains procédés, et en trouver d'autres, et la difficulté là-dedans, c'est souvent qu'il faut répondre à une attente des clients. Moi, par exemple, la problématique par rapport à la pollution, par exemple, c'est que tous mes clients me commandent de la céramique. La céramique, j'arrive pas à la produire en France, déjà c'est une première problématique. Et puis la céramique, même si c'est quelque chose qui me passionne, on fait cuire dans un petit volcan en fait. Du coup, au niveau pollution, c'est un problème. Donc du coup, je me l'interdis plus ou moins. Et ensuite, l'indépendance. L'indépendance, c'est de travailler à faible coût, de la façon la plus simple possible, avec des matériaux faciles à manipuler, faciles à travailler, etc. Et du coup, j'ai commencé à travailler des matières, donc typiquement ça, ce podium-là qui fait 65 cm de haut à peu près. C'est à 80% des cartons recyclés, Ikea pour le coup en plus. Et 20% de plâtre de Paris, et ensuite un poil de cire d'abeille tout simplement pour le protéger. Et donc là, en fait, par exemple, ça c'est une pièce qui est vachement intéressante d'un point de vue purement design, même si elle est extrêmement simple comme ça, parce que cette pièce-là, elle a été conçue tout de suite pour des boutiques. Donc là, elle est chez Lanvin, par exemple, maintenant. Donc sa hauteur est issue d'un besoin de boutique, sa largeur, ses dimensions, etc. Et cette pièce-là, typiquement, elle aurait pu être produite en céramique ou en béton. Sauf que j'aurais pas pu le produire moi-même, ça aurait coûté en céramique 4 fois le prix, en béton 3 fois le prix. Et en plus, par exemple, cette pièce-là en béton, elle pèserait à vue d'œil dans les 60 kg. Là, elle en pèse 10. En céramique, elle pèsera aussi très lourd, et en plus, il y aura des gros risques de casse. En gros, quand je fais livrer des céramiques, il y en a 1 sur 5 qui arrive cassée. Là, celle-ci, elle est tombée d'un mètre 50 de haut, et il y a même bien égratignure dessus. Ça, c'est la flexibilité du papier, en fait. Etc. Donc en plus découvert en travaillant que ces matériaux nous offraient répondaient à plein de problématiques de mes clients en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis entraîné là-dedans, et du coup je me suis amusé à en faire plein d'autres. Voilà. Donc par exemple celle-ci, la petite rouge et grise, elle est encore plus intéressante, même si c'est une toute petite pièce, parce qu'en fait c'est des déchets de production d'autres pièces produites comme la grande. C'est pour ça qu'il y a des couleurs multiples dessus.
c'est un peu bordélique. C'est parce que en fait, l'esthétique, ça c'est vraiment un déchet qui a créé d'autres déchets, puisque des restes de. Enfin, j'avais fait trop de matière, tout simplement. Il faut aussi apprendre à doser sa matière. Et donc, en fait, ces déchets sont devenus une pièce qui est pas inintéressante, il faut la complexifier. Et ensuite, donc ça, c'est moulé. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est low-tech. Donc, par exemple, je fais des pièces par le biais d'ateliers où, grossièrement, le moule, par exemple, coûte jusqu'à 5 000 €. Donc, c'est une somme colossale pour moi. Là, cette pièce-là, le moule, il a coûté 3,50 €. Et je l'ai fait en 3 minutes 50 aussi, je pense. Donc, c'est vraiment parfait en termes de facilité de prod, d'indépendance aussi, parce que l'indépendance financière, parce que ça ne coûte plus rien. Et en plus, c'est un moule qui est recyclable. Enfin, je peux le refaire. Le moule, c'est du carton aussi, tout simplement. Tout bêtement. C'est du carton un peu plus épais et du coup, c'est rigide. La seule problématique, c'est qu'il faut accepter le fait qu'il se déforme, parce que le carton, c'est pas forcément très. Comme en plus, cette matière-là, en fait, quand je la travaille, elle est chargée à peu près entre 30 et 70% d'eau, suivant ce que j'ai envie d'en faire. Donc, ça, c'est une contrainte par contre, mais c'est la même contrainte que la céramique, c'est qu'un client, quand il me le commande, il faut qu'il attende 1 mois et demi que ce soit sec. La céramique, c'est la même chose. Donc, c'est le seul petit. Et en plus, je me suis rendu compte qu'on peut encore plus s'amuser puisqu'on peut le sculpter en fait. Comme la rouge qui est sur le côté, où c'est pas du tout moulé, c'est entièrement sculpté, c'est encore plus facile à travailler. Et surtout, après, la notion de forme, elle est. Ça, je me suis encore un peu plus amusé parce que comme je suis archi d'intérieur à la base, du coup, sur les chantiers, je retrouve une multitude de déchets pas possible. Donc, à l'intérieur, en fait, il y a une structure en mousse qui est du polystyrène d'isolation qui date des années 70, je pense, vu l'âge de la maison que j'ai rénovée à ce moment-là. Et donc, le polystyrène, par exemple, c'est des pires matières qui soient, parce que difficile à recycler, impossible, enfin, c'est une de celles qui reste le plus longtemps dans la nature en plus, puisque la flotte, elle est très peu sensible aux UV, etc., etc. Et là, en fait, on vient la figer dans des pièces qui, j'espère, vont durer quelques décennies, j'espère. Et au moins, les figer, et puis voilà, donc c'est génial. Et au lieu de considérer ça comme un des pires déchets du monde, ça redevient une matière première, en fait. Ça, c'est du papier aussi. Alors, sculpté et coffré. Enfin, là, c'est à peu près à 60% de papier. Et du plâtre, toujours du plâtre de Paris. Pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'on a un des meilleurs plâtres du monde à 15 km de Paris. Donc il n'y a aucune raison d'aller en chercher ailleurs. Et donc là, ça montre qu'on peut vraiment faire une pièce qui est vraiment structurelle. C'est-à-dire que cette pièce-là, moi j'ai mis 250 kg dessus. Et no problemo, enfin, elle a déjà voyagé, elle est encore repartie dans une galerie tout à l'heure. Ça doit être la 8e ou 10e fois qu'elle voyage. J'ai fait une expo avec, il y a eu 500 personnes, rien que le cocktail. Je pense qu'il y a au moins 5 verres qui ont été renversés dessus, enfin, tout est nickel quoi. Elle répond vraiment à tout, elle coche toutes les cases d'un mobilier parfait, notamment pour de la boutique. Et du coup là j'ai un client qui m'en a commandé pour une grande table de salon, vraiment pour dîner de 6 mètres de haut, qui sera en 3 morceaux et accessoirement cette table là elle pèse peut-être 8 kg, elle fait 1m40 de long, 1m20. Donc voilà, on répond à plein de problématiques en fait. Et surtout, on vient ouvrir des portes et on n'enferme pas vraiment par rapport il n'y a pas de nouveaux usages à s'adapter à la matière ou je sais pas quoi, comme certains un peu anti-recyclage, parfois carrément anti-écologie, nous disent oui, il faut s'adapter, c'est compliqué, le public n'est pas prêt. En fait, ça c'est juste une notion d'esthétique. Si la personne apprécie cette esthétique, après son art de vivre va être impacté par la matière, que ce soit donc voilà, et puis du coup, en fait, cette problématique-là, donc là, en fait, grossièrement, donc moi, ce que je disais, c'était mon projet, c'est plutôt mon studio, donc là, il y a à peu près 3 mois, j'ai fait une énorme expo, j'ai eu la chance d'être convié avec Mathieu Salvant m'a convié à faire une expo en complément de son travail, pour accompagner son travail. Ça a été un challenge dingue parce qu'en fait, grossièrement, j'ai eu 1 mois et demi pour préparer l'expo en juin, donc juste avant les fermetures du mois d'août, donc pas d'atelier, j'avais pas d'argent, Covid, galère d'approvisionnement de matériaux, etc. Et en fait, ces principes-là m'ont permis de répondre. J'ai produit en 1 mois et demi, de quoi meubler 150 mètres carrés. Des petits podiums comme ça, j'en ai fait une trentaine, il y en a 20 qui ont été exposés. Il y en a certains que j'ai pas utilisés, il y en a même un prototype qui je trouvais intéressant qui a fini au compost chez mes parents parce qu'en fait c'est du cellulose et du plâtre, donc c'est rien en fait en termes d'impact.
etc. Et puis maintenant, je continue à développer ça en travaillant avec des colorants naturels à base de roches et bientôt à base de plantes. C'est beaucoup plus grand développé à base de plantes quand ça va arriver. Et ce qui est encore plus intéressant, par exemple, au niveau colorant, c'est qu'en plus, c'est souvent des matières qui apportent elles-mêmes des colorations, donc souvent il y a juste à les écouter et on arrive à des choses intéressantes. Et l'idée, du coup, c'est de continuer à développer ça et puis de l'appliquer de plus en plus à l'archi intérieur, où là, c'est un challenge bien supérieur. C'est pour ça d'ailleurs que je ne présente rien, parce que pour le moment, il n'y a rien d'intéressant à ce niveau-là, mais là, en termes mobilier, je suis entre 60. Dans la grande notion d'éthique, moi je travaille, en fait j'estime juste que je travaille de façon éthique et de façon du coup normale. Et là en gros je suis suivant les pièces entre 75 et 100% pour le mobilier d'éthique. En archi intérieur par contre je suis 50%. Je suis pas du tout encore au niveau mais c'est le principe. Ah oui, c'est complètement majeur. Et vous Sophie, vous avez présenté dans votre vidéo qui est partie d'ailleurs. Est-ce que vous avez des exemples de réalisation? Alors nous, on a invité une vingtaine de designers à s'emparer de ces plaques. C'est des plaques qui font 2,50 m par 1 m ou 1,20 m. Et on a deux coloris distincts. On a le blanc, que vous voyez là, qui en fait on trie nos déchets. Donc nos chutes de blanc sont transformées, ça donne une sorte de terrazzo, battre, nougat, montélimar. Et sinon, la couleur, elle est différente. Il y en a plusieurs qui passent comme ça. On n'arrive pas à obtenir une gamme. L'idée, c'est pas d'avoir une gamme, puisque c'est vraiment en fonction des déchets, en fonction de tout ce qu'on va récupérer. Donc, on n'a pas du tout la possibilité de maintenir un coloris. Et du coup, je vous expliquais qu'on a appelé sous la direction artistique de Sophie Larger, qui est designer, qui est très expérimentée en mobilier. Et elle a appelé ses camarades. Donc, elle a ramené une vingtaine de designers, de créateurs, d'architectes, artistes plasticiens. Et on a fait un projet qui s'appelle Sodrop. Alors, je suis désolée, je ne vous ai pas mis d'images. Désolée, il faudra regarder sur le site, c'est plutôt sympa. Et donc il y a 20 réponses, dont 2 qui ont été sélectionnées par le Mobilier National. Donc les designers étaient super contents, aussi, fiers. Donc il y a Anne Xeradakis qui a eu sa pièce choisie, et Lauriane Grelier et Aurélien, je ne sais plus. Aurélien Vera. Ouais, désolé. Donc, de toute façon, Aurélien, c'est la deuxième fois qu'il est édité, donc on ne verra pas. Elle est connue. Je suis la connue du Mobilier National. Voilà. Et donc, on refait les pièces parce que, en fait, ça s'est passé 3-4 jours avant le premier confinement. Tout le monde est venu chercher sa plaque, écouter, regarder un peu. Tout le monde a bossé pendant ces 18 mois de shutdown. Et quand les œuvres sont venues, ou les projets sont venus, la plupart du temps, c'est nous qui les avons fabriqués. Et du coup, voilà, l'idée c'était d'en refaire 2 nickel pour nos Mobilier National. On continue, et on travaille aussi beaucoup avec les écoles d'archi, les écoles de design. Voilà, donc l'idée c'est de mettre à disposition des créateurs ce nouveau matériau, et il y aura d'autres projets, j'imagine. Et le matériau, aujourd'hui, est fabriqué en République tchèque, alors que c'est ultra low-tech, c'est du broyage et du pressage à chaud. Mais pour les raisons que je vous ai expliquées, je n'ai pas encore trouvé l'entreprise en France pour le faire. Voilà. Et, a priori... Il y a un appel aussi, je ne sais pas si ça dit. Ouais, a priori, là où il y a le déchet, le tissu industriel local doit pouvoir transformer ça. Et ce que moi je fais, je pense que, vous avez parlé du pavé tout à l'heure, c'est la même techno. Hein. C'est du broyage de plastique et du pressage à chaud. Je pense que cette technologie de transformation pourra s'appliquer à plein d'autres matériaux. Peut-être vos meubles. Peut-être prendre position pour aussi utiliser cette matière.
question, juste une petite